Je me présente, je suis le docteur Ahadmoun Sara, je suis médecin spécialisé en diabétologie, nutrition et en médecine de sport. Aujourd'hui, on va discuter obésité, un sujet qui me tient très à cœur autant que médecin et autant aussi que personne ayant souffert de résistance à l'insuline. J'étais à plus 17 kilos à la fin de mon cursus autant que médecin. Et c'est là où j'ai découvert la difficulté et l'importance de la prise en charge de tout ce qui est surpoids et obésité au Maroc. Donc, on va surtout discuter aujourd'hui, on va parler des conséquences de l'obésité, on va présenter l'intérêt très important de la mesure pour faire le diagnostic, la prévention et la prise en charge aussi de l'obésité au Maroc et surtout chez le pharmacien. Et bien sûr, on va voir quels sont les rôles de nos confrères et consoeurs pharmaciens dans la prise en charge de l'obésité. On va d'abord voir quelques statistiques qui sont très très inquiétantes parce qu'on n'a pas souvent idée sur ce qui se passe au niveau du Maroc et les chiffres sont vraiment très très alarmants. C'est quelque chose que j'observe personnellement au niveau du cabinet parce que je prends en charge beaucoup de patients aujourd'hui et beaucoup plus d'enfants aussi aujourd'hui qui sont nos futurs citoyens. Et sans plus tarder, on va voir. D'après le World Obesity Atlas, World Obesity Federation, voici quelques statistiques. 51% de la population mondiale, c'est-à-dire plus de 4 milliards de personnes, vont être en surpoids ou obèses d'ici 2035. C'est un chiffre énorme. Par rapport aux statistiques au niveau du Maroc, 46% de la population marocaine risque d'être en surpoids ou obèse d'ici 2035. Aujourd'hui, les chiffres du Haut Commissariat au Plan, 20% des Marocains sont obèses. Presque 50% des Marocains sont en surpoids. Et 10% des enfants marocains souffrent de surpoids. Donc la progression annuelle de 2,7% de la prévalence de l'obésité entre 2020 et 2035. Donc c'est un risque classé comme étant très élevé par la World Obesity Federation. Ce sont des chiffres très très alarmants qui nous poussent à commencer tout de suite des mesures préventives par rapport à ça. Et l'impact sur les enfants, l'obésité infantile progresse plus vite que chez les adultes. Le taux d'augmentation est de 5,2% par an au Maroc, contre 2,7% pour l'ensemble de la population mondiale. Et plus de 30% des enfants marocains ont surpoids ou obèses d'ici 2035. Donc, l'obésité au Maroc est un défi de santé publique. On connaît tous très très bien les conséquences médicales. Le diabète, aujourd'hui, je reçois de plus en plus de patients jeunes diabétiques. On déclare le diabète type 2 à l'âge de 25 ans, 26 ans. Ce n'était pas le cas avant. Et sans avoir déclaré le diabète, beaucoup de personnes qui souffrent aujourd'hui de résistance à l'insuline et ça rentre dans le cadre du syndrome métabolique. Avant, le syndrome métabolique, c'était juste un peu de graisse au niveau abdominal et c'est tout. Aujourd'hui, le syndrome métabolique comporte l'hypertension artérielle, le syndrome des ovaires polykystiques, l'élévation de taux de triglycérides, de cholestérol dans le corps, les maladies neurodégénératives à type d'Alzheimer, les problèmes d'infertilité, les problèmes au niveau rénal. Donc tout ça, ça rentre dans le cadre aujourd'hui du syndrome métabolique et au fur et à mesure des études, on rajoute de plus en plus de syndromes et de symptômes dans le syndrome métabolique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un patient, par exemple, qui vient, qui nous dit « J'ai de l'hypertension artérielle, je prends un comprimé par jour. Et j'ai aussi les triglycérides qui sont un peu élevés dans le bilan. Et je souffre peut-être de syndrome ovaire polykystique. » Les patients pensent que chaque chose est à part, sauf que ça rentre dans le cadre du syndrome métabolique. On peut avoir aussi voir les problèmes d'infertilité qui posent problème aujourd'hui, de plus en plus dans la population marocaine. Et puis,
toutes les conséquences graves qui peuvent en découler, tout ce qui est maladies cardiovasculaires, les conséquences, les AVC et tout ça. Sans oublier bien sûr l'impact psychologique et social, très très important aussi. La plupart des patients obèses souffrent de dépression, de troubles anxieux, de problèmes d'estime de soi, parce que l'image corporelle scientifiquement est corrélée directement à l'estime de soi, ce qui pose beaucoup de problèmes psychologiques, soit d'ordre psychiatrique chez les patients. Et bien sûr, le coût important pour le système de santé, surtout au niveau des conséquences et des maladies qui viennent après. Donc, pour les facteurs favorisant l'obésité. 1. Les facteurs socioculturels. Premièrement, la valorisation des rondeurs. Au Maroc, dans certaines régions, un corps plus volumineux est perçu comme un signe de prospérité et de bonne santé. D'accord ? On a aussi tendance à croire des fois qu'un certain niveau de graisse est tout à fait normal. Par exemple, j'ai accouché il y a 10 mois, je suis à 10 mois postpartum, et à chaque fois j'ai entendu bien avant que c'est normal d'avoir de la graisse après avoir eu des enfants. Sauf que ce n'est pas tout à fait normal. Ou par exemple, après une césarienne, c'est normal de garder la graisse abdominale. Donc il y a des choses qui sont culturellement installées chez les Marocains qui posent problème et sur lesquelles on devrait travailler, d'où l'intérêt de la sensibilisation justement pour dire que ce n'est pas tout à fait normal. Aussi, chez la femme, tout particulièrement, une femme, la féminité est vraiment limitée à des rondeurs. Et généralement, des rondeurs, c'est beaucoup de graisse, ce qui pose problème au niveau de, bien sûr, la prise en charge. Et c'est de l'obésité dans le corps. Bien, les habitudes alimentaires traditionnelles qui sont généralement très riches en sucre, beaucoup plus que la graisse. Et bien sûr, le risque, la consommation excessive de sucre est le facteur direct aujourd'hui au développement de la résistance à l'insuline, qui est le souci physiologique qui se passe au niveau du corps. Soit par rapport aux habitudes alimentaires, soit par rapport aussi à l'addiction au sucre, quelque chose qui est très important, parce qu'aujourd'hui, on devient accro à la dopamine du sucre, et bien sûr, à travers l'addiction au sucre, on développe la résistance à l'insuline. Et troisièmement, baisse de l'activité physique. Très, très important. Ça a même des fois plus de sens que la consommation excessive de sucre. C'est-à-dire la sédentarité aujourd'hui. On ne bouge plus. Que ce soit par rapport aux moyens de transport, par rapport au changement de mode de vie. Mais la sédentarité commence à poser problème. J'ai vu un chiffre dernièrement qui m'a fait peur. 50% de la jeunesse marocaine ne fait pas de sport, ne bouge pas. Donc, on ne marche plus, on ne bouge plus, on consomme plus de sucre et on a certaines croyances qui poussent la population à développer de plus en plus d'obésité. Pour les facteurs économiques, l'inégalité sociale et accès à une alimentation saine. Bien sûr, les aliments transformés, souvent moins chers et plus accessibles que les produits frais et équilibrés. Et la difficulté d'accès aux fruits, légumes et protéines de qualité pour les ménages à faible revenu. Maintenant, au niveau pratique, je dirais qu'il y a beaucoup de choses dans l'alimentation marocaine. Si on a une bonne sensibilisation, on pourrait arranger et équilibrer notre alimentation pour pouvoir aider les gens et surtout les ménages à faible revenu. Et bien sûr, les systèmes de restauration rapide en expansion, tout ce qui est fast-food, ça c'est très, très, très en vogue chez les jeunes et puis les adolescents marocains. Donc la consommation, bien sûr, d'aliments transformés qui sont très riches en produits, favorisant la sécrétion de sucre, les sirops enrichis en fructose, tout ce qui pose problème et qui mène à une résistance et au stockage de la graisse excessive au niveau du corps. Donc, la prise en charge de l'obésité. Premièrement, il faut un bon diagnostic. Et le diagnostic repose sur la composition corporelle à travers l'impédance-métrie. Aujourd'hui, on a tendance, il y a certaines définitions, par exemple, qui devraient changer. Nous connaissons tous
par exemple, l'indice de masse corporelle. C'est un indice, on l'a même utilisé dans tout ce qui est définition de l'obésité. Bien. Sauf que, est-ce que l'indice de masse corporelle est vraiment fiable? Supposons que j'ai 2 personnes. Les 2 personnes pèsent exactement 90 kilos. J'ai une personne qui est un athlète de haut niveau, très musclé, et j'ai une deuxième personne qui a plus de graisse que de muscles dans le corps. Si on calcule l'IMC, et ils ont la même taille, on aura exactement le même IMC. Mais est-ce que ça veut dire que l'athlète de haut niveau est quelqu'un d'obèse? Non. Donc l'IMC, n'est pas suffisant pour faire la prise en charge. Autre chose qui est très importante. Aujourd'hui, on n'est pas obèse que parce qu'on a beaucoup de graisse. On peut très bien avoir une corpulence normale, mais avoir une sarcopénie, une fente musculaire, et avoir plus de graisse dans le corps que le muscle. C'est exactement la même chose au niveau physiologique et les conséquences peuvent être les mêmes. Donc, toute la science aussi se base sur l'importance du développement de la masse musculaire. C'est ce qui fera la médecine de l'avenir. Plus on a de muscles, plus on sera en bonne santé. Donc, l'analyse corporelle est très importante, que ce soit des fois pour faire le bon diagnostic, pour voir les niveaux de graisse viscérale, des fois pour rassurer certains patients, ou des fois pour traiter ce qu'il faut. Donc, bien sûr, le principe, c'est la mesure de la résistance électrique des différents tissus du corps. Donc, ça permet une évaluation précise de la composition corporelle, un suivi de l'évolution du poids et de la masse musculaire chez beaucoup de patients, et bien sûr la personnalisation de la prise en charge. Donc, l'impédance-métrie pour le pharmacien. Qu'est-ce que ça va permettre? Une analyse claire et précise pour une meilleure prise en charge du patient avec des conseils ciblés. Des fois, on voit des patients qui viennent pour un certain problème et on peut donner des choses qui ne vont pas nécessairement être efficaces pour un patient. Je donne un exemple. Par exemple, on a une patiente qui cherche quelque chose qui va l'aider pour activer la cétose et le déstockage de la graisse, pour la perte de poids. Sauf que, par exemple, cette patiente passe par une période où elle fait beaucoup de rétention d'eau. On pourrait d'abord traiter la rétention d'eau avant de commencer un traitement de perte de poids, par exemple. Donc, un suivi et un accompagnement pour les patients et une valorisation des compétences du pharmacien et de ses collaborateurs auprès de leurs patients. Ça permet de cibler et de vraiment aider les patients à avoir des traitements ou accompagner leur traitement par des choses qui vont vraiment les aider, quel que soit l'objectif, que ce soit quelqu'un pour la perte de poids, que ce soit un sportif, que ce soit un enfant, que ce soit un homme ou une femme d'un certain âge qui ont une ostéoporose, beaucoup de soucis. Donc, un suivi nutritionnel, patient souffrant de fragilité, dénutrition, sarcopénie, très important. On développe une sarcopénie naturelle à partir de l'âge de 40 ans. On commence à avoir une fente musculaire. Autre chose qui est très importante, je reçois, vous savez, on a souffert de tout ce qui est marketing par rapport à la perte de poids et à l'image du corps pendant des années. Je m'explique. Je reçois des fois de certains patients qui viennent, qui me disent « Docteur, il faut que j'arrive à 60 kilos. » Comment vous faites pour dire un chiffre comme ça? Ok, je fais l'impédance-mètre, qu'est-ce que je vois? Je vois un patient là, une patiente qui a une faible masse musculaire. Sauf qu'on nous a mis dans la tête que le chiffre, c'est ce qui est important. Maintenant, au niveau du volume, le muscle, si je prends 2 kilos de muscle, c'est comme ça. Si je prends 2 kilos de graisse, c'est comme ça. Le volume n'est pas le même. Donc, qu'est-ce qui est important? Avoir une bonne composition corporelle ou avoir un chiffre particulier sur la balance? Bien sûr, c'est avoir une bonne composition corporelle. C'est-à-dire que c'est des patientes, généralement, qui peuvent venir pour une perte de poids. Sauf qu'on se retrouve à prendre de la masse musculaire. Parce que ce qui est important, c'est d'être en bonne santé et non pas avoir un chiffre sur la balance. Et des fois, c'est vraiment des cas
qui nécessitent une prise en charge psychologique. Pourquoi? Parce qu'elles ont entendu pendant des années qu'il faut faire 60 kilos, 62 kilos, j'ai mesuré par rapport à ma taille, je dois être fine, je dois porter une taille small, ce genre de choses. Donc l'analyse détaillée est très importante pour pouvoir expliquer aux patients ce dont ils ont réellement besoin. Donc la sarcopénie, on la développe naturellement à partir de l'âge de 40 ans. Il y a des patients bien sûr qui sont plus prédisposés que d'autres. Donc très important pour les accompagner et les aider à garder une bonne masse musculaire ou même des fois à la prise de masse musculaire. Le surpoids bien sûr et la graisse viscérale sont très importants aussi pour que les patients qui suivent un certain rééquilibrage alimentaire ou qui suivent une certaine diète peuvent voir qu'est-ce qui a changé au niveau de leur composition corporelle. Prévenir l'ostéopénie et l'ostéoporose, très important aussi. Bien sûr, on peut aider par des supplémentations. La détection et la localisation précoce d'une déshydratation, une rétention d'eau, c'est quelque chose qui n'existait pas dans les impédance-mètres, dans les anciens impédance-mètres, mais aujourd'hui on arrive à détecter l'hydratation intra- et extracellulaire pour aider les patients à avoir une meilleure hydratation intracellulaire et non pas développer une rétention d'eau et à l'avoir dans les tissus. Il y a aussi beaucoup de femmes et beaucoup de gens qui suivent certains traitements qui donnent des œdèmes des membres inférieurs ou dans certaines conditions physiologiques. Donc on peut détecter et voir après une bonne réhydratation est-ce qu'on a fait sortir l'eau extracellulaire en faveur de l'eau intracellulaire. Et suivi des patients chroniques, maladies cardiovasculaires, le diabète, les maladies respiratoires, les cancers. Les patients atteints de cancer souffrent beaucoup de dénutrition, d'accord? Donc on peut les accompagner dans la prise en charge et surtout dans le respect de leur masse musculaire, surtout les patients qui souffrent et qui sont dans des traitements très très lourds. Et la prévention des complications. Donc, voilà, c'est ce que je disais, c'est les patients oncologiques, l'état de forme, l'impact des traitements sur leur état de santé. Beaucoup de patients souffrent, on les voit, les patients d'oncologie, ils perdent toute leur masse musculaire, ils sont dénutris, ils sont très très déshydratés, donc ça va permettre de faire le suivi et voir si les conseils ou les choses qu'ils mettent en place pour traiter les complications dues au traitement oncologique sont efficaces par rapport à leur composition corporelle. L'accompagnement du sportif, très très important. Alors, le sportif normal ou le sportif de haut niveau, l'impédance-mètre joue un très très grand rôle. Je suis une ancienne athlète de haut niveau de judo. J'accompagne les athlètes de notre équipe nationale marocaine aujourd'hui de judo. Et par exemple, je donne exemple, au judo, c'est un sport de poids et de composition corporelle. Donc, ils sont très à cheval sur ce qui se passe au niveau du corps, par période. Par exemple, on a affaire des fois à des pertes de poids avant les compétitions. Il faut être sûr que l'athlète n'est pas déshydraté. Il faut être sûr qu'il perde la graisse. Il faut être sûr de protéger la masse musculaire. Par exemple, des fois aussi, on a des athlètes qui sont droitiers ou gauchers et on a des différenciations au niveau des membres. On a par exemple, chez un athlète droitier, par exemple, que ce soit le tennis ou le judo ou n'importe quel sport, on a un développement de la masse musculaire beaucoup plus d'un côté et un autre. Et il a par exemple des fois recours aux séances de rééducation par la suite ou de renforcement musculaire pour garder un certain équilibre, pour qu'il n'y ait pas trop de déséquilibre, parce que ce qui est en faveur des pathologies, des tendinopathies, à long terme bien sûr. Donc, que ce soit un sportif de haut niveau ou quelqu'un qui pratique tout simplement du sport, il est très important d'avoir la composition corporelle pour la prise en charge de tout ce qui est maladie ou bien composition corporelle, masse musculaire, os et voir l'équilibre entre les membres du corps. Le suivi de la rééducation post-blessure ou chirurgie. Aussi, parce qu'on a des fentes musculaires qui se passent au niveau de certains membres, d'accord? Donc c'est très important. Post-chirurgie, par exemple, on fait une mesure d'impédance-métrie. Après la rééducation, le passage chez le kiné, on fait encore une fois une autre impédance-métrie pour voir le travail qui a été fait. Est-ce qu'on a restauré la masse musculaire? Et le suivi des personnes qui sont en bonne santé et qui souhaitent le rester, tout simplement. Ils sont de plus en plus nombreux, les patients, qui
personnellement viennent me voir au cabinet juste pour voir leur mesure d'impédance-métrie, parce qu'ils ont fini par comprendre qu'il ne s'agit pas que de monter sur la balance, mais probablement voir aussi ma composition corporelle. Docteur, est-ce que tout va bien? Est-ce que je n'ai pas de graisse viscérale? Est-ce que je souffre de résistance à l'insuline? Par exemple, des fois, j'ai beaucoup de patients, par exemple, qui font l'indice de HOMA, l'analyse sanguine. Et l'indice de HOMA est normal. Et pourtant, quand je vois la patiente, c'est une patiente avec beaucoup de graisse abdominale et beaucoup de graisse viscérale dans l'impédance-mètre. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas de résistance? Non, ça veut dire tout simplement que les mécanismes de compensation travaillent toujours. Mais je souffre de résistance à l'insuline. Donc des fois, on a des bilans qui sont tout à fait normaux, mais la composition corporelle dit tout à fait le contraire. Donc c'est tout l'intérêt d'allier les deux, faire une composition corporelle bien sûr, et puis demander un bilan, par exemple, ou vérifier le bilan sanguin si nécessaire. Donc, chez les enfants, suivi de la croissance des enfants, très important. On sait tous qu'aujourd'hui, beaucoup de mamans marocaines s'inquiètent sur le poids des enfants. On me le dit très souvent, docteur, mon enfant ne mange pas, est-ce qu'il est bien, est-ce qu'il n'est pas bien? Donc, elles s'inquiètent beaucoup, par exemple, on fait une composition corporelle et on voit que tout va bien pour rassurer les parents. Ou par exemple, si on trouve une discordance, par exemple une baisse de masse musculaire, une augmentation de masse graisseuse chez un enfant, on pourrait éventuellement le faire en pharmacie. Si un enfant ou là des parents qui demandent à voir la composition corporelle, on peut la faire et puis adresser par exemple les parents soit au pédiatre, soit un spécialiste en cas de détection d'un problème quelconque. Ou sinon, dans la majorité des cas, j'espère, Inch'Allah, rassurer les parents que la composition est tout à fait normale et qu'ils ne peuvent pas s'inquiéter. Ils passent encore quelques mois et puis ils peuvent refaire encore une fois l'impédance-métrie pour voir la croissance de la composition et du corps de leur enfant. Donc l'évaluation de l'état de forme général grâce à la mesure de l'angle de phase, indice qui décrit l'état de santé des cellules. Cet état de forme dépend de 3 facteurs, l'activité physique, la nutrition et le sommeil. C'est-à-dire, l'angle de phase, il permet d'analyser la communication, c'est-à-dire la membrane cellulaire, la communication de la cellule entre le milieu intérieur et le milieu extérieur, c'est-à-dire l'intérieur de la cellule et l'extérieur de la cellule. D'accord? Donc on essaye de comprendre un petit peu ce qui se passe au niveau cellulaire, par conséquent, ce qui se passe au niveau d'un organe, et on corrèle ça par rapport à l'activité physique, à la nutrition et au sommeil du patient, et on en déduit la santé du patient. Donc voici quelques exemples. Donc, par exemple, pour le surpoids, obésité et la graisse viscérale, ça pourrait nous aider dans la prise en charge et orienter le patient beaucoup plus, soit dans des traitements pour détoxifier le corps, soit pour drainer, des brûleurs de graisse, des coupes-fins. Bon, quand on dit de coupe-fin, bien sûr, c'est un mot joli pour décrire ça, mais on peut avoir recours à des substances, par exemple, qui vont nous aider dans la régulation du sucre dans le sang. Par exemple, quelque chose qui donne du très très bon résultat et tous les patients généralement obèses ou en surpoids sont en déficience, c'est le chrome. D'accord? Donc le chrome, alors généralement le chrome ou la berbérine aide beaucoup, d'accord, dans l'adaptation de la glycémie. La berbérine, il y a certains patients qui ne tolèrent pas, mais généralement le chrome, beaucoup de patients sont en déficience. Donc le chrome a une dose de 250 microgrammes ou 500 microgrammes chez les patients. Ça dépend du taux de graisse, sont très efficaces pour nous aider à la perte de la graisse. D'accord? Donc c'est soit 250 chez les patients avec une graisse moyenne, les patients qui souffrent de beaucoup de graisse dans le corps, une dose de 500 microgrammes par jour. Donc les textiles minceurs, les gels et les crèmes bien sûr qui peuvent aider par exemple dans les cellulites, dans les graisses superficielles. Les détoxifiants sont très importants pour détoxifier le foie qui joue un très grand rôle dans la perte de poids. Moi-même aujourd'hui je suis un protocole de détoxification de foie, c'est très important. Détoxifier l'intestin aussi, très important. On a un grand problème d'assimilation au niveau intestinal. Beaucoup de patients prennent beaucoup de compléments, mais ils ne l'assimilent pas. Donc, généralement, quand on est face à un patient, on fait l'impédance-mètre, on trouve beaucoup de graisse dans le corps. Soyez sûr que le microbiote intestinal est perturbé et que le patient n'absorbe pas
ce qu'on va lui donner. Donc, il faut d'abord passer par un protocole de nettoyage au niveau intestinal. Il y a beaucoup de substances qui aident à ça, d'accord? D'abord, des conseils alimentaires. Ensuite, on peut aider, par exemple, j'aime beaucoup utiliser le radis noir, ça aide beaucoup. Détoxifier aussi, conseiller aux patients de faire quelques phases sans gluten. Maintenant, ça dépend du taux d'addiction au sucre qu'il y a au départ, parce qu'il faut d'abord accompagner le patient pour diminuer son addiction au sucre, premièrement. Deuxièmement, laisser activer la cétose, c'est-à-dire brûler la graisse comme source d'énergie. Ce qui se passe aujourd'hui chez beaucoup de patients, c'est que quand on est résistant à l'insuline, le corps utilise toujours le sucre d'abord présent dans le sang. Ensuite, il va utiliser un peu des stocks du glycogène pour ensuite aller vers la graisse. Donc, un patient qui est résistant à l'insuline n'utilise que le sucre présent dans le sang. Le corps ne sait plus faire la cétose, aller dans le stock. Donc, quand on prend un patient comme ça et on arrête le sucre totalement, ça pose problème parce que le patient résiste, 1 semaine, 2 semaines, boum, il n'y arrive plus. D'accord? Donc, il faut d'abord conseiller de diminuer petit à petit la dose de sucre, d'accord? Tout le sucre présent dans l'alimentation, que ce soit naturel ou transformé. Élimination totale des sucres transformés. Le naturel, ça dépend, parce que des fois, on a tendance à avoir des patients qui sont vraiment très addicts. Le temps que le corps puisse commencer à déstocker la graisse, le patient ressent une amélioration des symptômes. Je n'ai plus envie d'aller trop dans le sucre, j'arrive à me contrôler, il le décrit comme ça. Là, il va falloir bien nettoyer l'intestin et le foie. Donc, on prépare les organes qui vont nous aider à détoxifier le corps et à activer la cétose. Et à ce moment-là, on passe d'abord par ce genre de protocole. Ensuite, on peut faire entrer des molécules à type de chromium, de berbérine, ça dépend des patients, pour nous aider encore plus à l'amélioration et à la perte de poids. Donc, la déshydratation, la rétention d'eau, très très important. Donc, on peut avoir recours à des compléments alimentaires qui vont nous aider pour sortir l'eau extracellulaire. Bien sûr, il faut boire beaucoup d'eau, justement pour libérer la rétention d'eau. Un conseil très important à toute personne qui peut vous rendre visite à la pharmacie, il pense que si on a de la rétention d'eau, il ne faut pas boire beaucoup d'eau, justement, pour ne pas rajouter plus d'eau et aggraver la rétention d'eau. Donc, c'est quelque chose que je vois très souvent et qu'on me dit très souvent. Donc, il faut expliquer que c'est en buvant beaucoup d'eau qu'on va pouvoir éliminer l'eau extracellulaire. Autre chose aussi, je voulais dire, les draineurs aussi, les battes de contention, les gels rafraîchissants, massage et drainage lymphatique, très important aussi pour aider les patients. La déshydratation, c'est quelque chose dont on souffre beaucoup, des fois à la prise de certains traitements ou tout simplement dans certains états physiologiques normaux, par exemple dans la grossesse, on va dire, ou chez certains patients qui ont certaines conditions médicales. Mais en tout cas, aujourd'hui, pouvoir analyser l'eau intra- et extracellulaire, c'est génial pour pouvoir accompagner plus de patients par rapport à ça. Ça rentre dans le cadre, pas que dans l'obésité, ça peut être très bien quelqu'un qui vient, qui fait une mesure d'impédance-métrie, on peut trouver une déshydratation, et bien sûr, on pourra le conseiller, ou une rétention d'eau dans tous les espaces extracellulaires, on pourra le conseiller avec des compléments alimentaires ou des drainants pour sortir l'eau extracellulaire. Donc la dénutrition, la sarcopénie et la fragilité, l'enrichissement et l'adaptation de l'alimentation et les compléments nutritionnels oraux. Tout ce qui est micronutritionnel aide beaucoup aujourd'hui. Tous les types de patients. Par exemple, on peut les aider par rapport à la sarcopénie ou bien la fragilité osseuse, on donne des supplémentations de calcium, de vitamine D chez les patients pour pouvoir les aider. Donc, une fois on voit une masse musculaire qui est basse, et une augmentation de la masse graisseuse ou pas, on peut mettre les patients sous certains compléments alimentaires. Donc voilà, l'ostéopénie, l'ostéoporose, vitamine D, calcium, dépistage et orientation vers un médecin pour une prise en charge précoce. On a tendance aussi à dire dans la culture marocaine que peut-être que moi, j'ai pas beaucoup de graisse, c'est la dame dialithril, on le dit comme ça. J'ai un os qui pèse lourd, d'accord, sauf que c'est pas nécessairement vrai. Hein. Le poids de l'os dépend de la taille de la personne. Donc,
avoir une mesure d'impédance-métrie permet d'expliquer aux patients que non. C'est soit vous pesez lourd sur la balance parce que vous avez une bonne masse musculaire, ou soit vous avez beaucoup de graisse dans le corps et il va falloir travailler sur ça. Le stress et les troubles du sommeil. Comment on peut le voir? À travers la graisse viscérale. Attention, tous les patients ne sont pas nécessairement en surpoids pour avoir de la graisse viscérale. Il y a une étude très très intéressante et très puissante. On a pris des patients qui souffraient de dépression et on a mesuré leur poids. C'était des patients qui ne mangeaient pas beaucoup. Ils étaient en train de perdre du poids. Par contre, quand on a mesuré les taux de graisse viscérale, ils ont augmenté. Pourquoi? Parce que c'est dû à l'augmentation de l'hormone de cortisol. D'accord? La cortisol est toujours suivie par l'insuline. Plus je stresse, plus bien sûr je sécrète de l'insuline et bien sûr plus je stocke au niveau de la graisse viscérale. Donc, c'est ce qui est corrélé parce que quand on a du stress et des troubles du sommeil, généralement, on est anxieux, on n'est pas bien. Il y a un problème psychologique ou psychiatrique qui se passe. Donc, on fait l'impédance-métrie. Si on trouve une graisse viscérale qui est élevée chez un patient qui souffre de stress ou de troubles du sommeil, bien sûr, il faut l'aider à améliorer tout ça par de la supplémentation. Adresser, si on est face à un problème qu'on détecte, ça se voit que le patient il présente des symptômes de dépression, une anédonie par exemple, une absence d'humeur, ou bien il décrit tout simplement une période où il passe par une période de stress, d'accord, il faut l'aider par soit de la phytothérapie, soit de l'aromathérapie, souvent la prescription de la mélatonine. L'acide alpha-lipoïque aussi peut aider aussi. Donc on peut prescrire certaines choses pour aider le patient à retrouver une meilleure qualité de sommeil. Et bien sûr, la croissance des enfants, les règles hygiéno-diététiques et les vitamines pour les enfants. C'est surtout pour rassurer ou pour dire aux parents qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il va falloir aller voir un spécialiste. L'impédance-mètre, je trouve que c'est très intéressant de pouvoir le faire dans les pharmacies. Ça permet la prévention et ça permet la détection d'un problème avant que ce ne soit très grave. Donc, si on reçoit des parents avec des enfants, ils s'inquiètent, ils se posent des questions, autant faire un impédance-mètre, voir. Des fois, il y a des parents qui nécessairement ne vont pas voir le souci, c'est-à-dire ils vont se dire, mon enfant, il est bien, il est en bonne santé, sauf c'est un enfant qui souffre probablement de surpoids, beaucoup de graisse dans le corps, ou dans le cas contraire, les parents s'inquiètent parce qu'ils disent mon enfant, peut-être il est chétif, il souffre d'amaigrissement. Si on fait l'impédance-mètre, on a une bonne masse musculaire, on a une masse graisseuse qui rentre dans la normale, on rassure les parents que tout va très très bien. Voilà, donc l'obésité est un problème majeur de santé. Les chiffres sont très très alarmants, encore une fois. L'impédance-métrie est un outil essentiel dans la prise en charge personnalisée et pour aider aujourd'hui à la détection de tout ce qui est en rapport avec la composition corporelle, que ce soit chez une personne normale, chez une personne en surpoids, chez une personne qui prend certains traitements. Bref, chez tout le monde, on devrait, à mon avis, faire au moins une composition corporelle pour voir qu'est-ce qui se passe, d'accord, pour pouvoir agir avant que ce ne soit trop tard. Et puis, bien sûr, les pharmaciens ont un rôle clé parce que vous recevez tous les patients, d'accord. Vous pouvez leur expliquer, analyser, les aider, mieux les orienter, bien sûr, et puis que ce soit pour la prescription directe ou pour l'orientation par rapport aux soucis qu'ils ont. Je vous remercie de votre attention et s'il y a des questions, je pourrai y répondre.